Bonsoir, merci de nous retrouver en direct. Il est 18h30. On est dans notre studio, salon de Boursorama pour cette semaine de l'éducation financière. Vous le savez, tous les soirs, un rendez-vous, un webinaire pour parfaire votre éducation financière. Et on a abordé plein de sujets sur cette semaine. On a parlé épargne, on a parlé argent avec nos jeunes, on a parlé vote en assemblée générale pour les actionnaires. Alors ça, c'est un sujet qui concerne pas forcément tout le monde, à la différence de ce dont on va parler ce soir, parce que oui, on s'est sans doute, vous, moi, tous fait avoir à un moment donné, avec un degré de gravité plus ou moins grand. Je veux bien sûr parler de quoi? Eh bien, des fraudes, des arnaques en ligne, avec quoi? Des faux conseillers, des faux emails, des faux placements. Tout est faux, sauf l'argent que nous volent les escrocs de tout poil. Alors, on ne va pas se laisser faire. Comment faire? Comment réagir? Quels sont les bons réflexes à avoir? Il y a des trucs, il y a des recettes pour limiter au maximum ces risques d'arnaque. Et je vais voir tout ça avec mes deux invités de ce soir. Priscilla Menheim, responsable pilotage service client chez Boursorama. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, Florent Gisbert, chargé d'amélioration continue service client, là aussi chez Boursorama. Bonsoir Florence. Bonsoir Laurent. Bon, le menu est copieux. Moment de vérité pour commencer, Priscilla. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir en cliquant trop vite sur ce lien du colis trop grand pour rentrer dans la boîte aux lettres avec vraiment le livreur qui est désolé mais qui dit il est trop grand, ce serait bien de renseigner vos nouvelles coordonnées et puis de nous donner 2,10 € pour reprogrammer la livraison? On a failli. Hein. Alors ce genre de message, on en reçoit quasiment tous les jours, hein, Ouais. honnêtement. C'est le genre de message qui va créer le doute, même quand vous êtes dans le secteur bancaire, vous avez toujours le petit doute qui va faire que voilà, vous avez envie de cliquer par curiosité. Mais voilà, ils sont très bien faits aujourd'hui et c'est ça qui fait que ça va créer un doute. Aujourd'hui, il faut faire très attention à ça. C'est des messages qui sont bien faits, mais... On va en reparler. On voit aussi que les choses, encore plus avec l'intelligence artificielle, deviennent de plus en plus difficiles à distinguer. Priscilla, pourquoi on parle autant de fraude aujourd'hui? Est-ce que parce que c'est mieux connu ou est-ce que vraiment parce que ça a explosé sur les dernières années? Alors, ça a explosé sur les dernières années. C'est dû à la généralisation des services en ligne, hein, tout simplement. Si on prend les estimations que vous pouvez retrouver en ligne, on voit que ça a presque doublé en 10 ans. Alors après, c'est Presque doublé en 10 ans quand même. presque doublé en 10 ans. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc avec de plus en plus de procédures qui se font en ligne. Avant, on avait un interlocuteur, donc ça limitait le risque, mais c'est vrai que maintenant... Exactement. Et maintenant, c'est très bien fait. Vous avez l'évolution de La technologie, des outils... C'est ça, des outils en ligne, vous avez la digitalisation des paiements, de vos démarches administratives en ligne, vous faites de plus en plus de choses sur Internet, donc il y a la circulation des données qui est beaucoup plus facile à avoir pour les fraudeurs. Clairement. Et en plus de ça, ils vont utiliser des nouvelles technologies et ça va leur permettre en fait de personnaliser leur fraude, étant donné qu'ils arrivent à avoir plus facilement nos données. Et en plus de ça, on voit qu'on a de plus en plus de fuites de données, donc dans les hôpitaux, les organismes publics. Il y a eu le fichier Ficoba récemment, Exactement. on pourrait en parler, où Exactement. il y a beaucoup d'informations qui ont fuité. Exactement. Même si j'ai une petite idée, Florence, c'est quoi aujourd'hui les arnaques les plus fréquentes? Alors, il y en a beaucoup. Oui, Je pense malheureusement. c'est ça, et elles changent tout le temps. Donc là, on va en parler de certaines, mais je pense qu'il y en aura d'autres dans quelques mois, et puis ça va changer régulièrement. Il y en a 5 peut-être dont on peut parler. La première, on a tous été victimes de phishing, hameçonnage en français. C'est les fraudeurs qui se font passer pour une banque, une organisation, une administration, et qui, souvent via un lien, par mail, essaie de récupérer des données personnelles. Moi, j'avais les impôts qui voulaient absolument me rembourser beaucoup d'argent récemment. Ils me disaient, quand même, on essaye de vous rembourser 254,90 € parce que souvent, ils mettent un montant, on n'y arrive Pour pas. que ça fasse vrai. Voilà, exactement. C'est Donc, ça. effectivement. Ils essaient de nous toucher avec des messages... parce qu'on a beaucoup de mails, donc il faut que le message soit percutant et qu'on ait envie d'aller sur le mail. Clairement. Et puis, ça va nous pousser soit à donner des informations, soit à donner des codes d'accès, des numéros de carte. Donc ça, c'est l'objectif de cette fraude. Après, il y a aussi les... Donc, phishing, ça c'est le premier. Ouais. On a aussi le faux conseiller bancaire. Donc là, ça nous touche plus particulièrement. C'est plutôt par téléphone. Et là, donc, le fraudeur se fait passer pour un employé. Il a récupéré des données, suite aux fuites de données, comme on a parlé. Et puis, il va essayer d'inciter le client soit à faire une opération depuis son espace client, carrément faire un virement lui-même, soit lui demander des codes de sécurité pour valider une opération.
Et donc là, c'est dangereux parce que le client le fait lui-même, se fait avoir en fait par cet usurpateur. Il faut conseiller. On a aussi toutes les fraudes sur les sites de vente en ligne, donc Vinted, Le Bon Coin. Tout le monde, je pense, a déjà vendu ou acheté des choses sur ces plateformes. Il y a des paiements sécurisés. Normalement, il faut passer par... Oui, il faut rester sur la plateforme. Exactement. Généralement, on vous dit attention parce que là... Il y a beaucoup d'alertes, heureusement. Et donc, le fraudeur va tout faire pour nous faire sortir de la plateforme. Avec des excuses, soit passer par SMS, soit cliquer sur ce lien pour payer, c'est plus simple, plus rapide. Donc, il va essayer de nous faire sortir du site. On a aussi les fraudes à l'investissement. Donc ça, même chose, ça touche... ça peut toucher les clients avertis. C'est souvent une pub sur Internet, c'est souvent des rendements assez attrayants Exactement. Et sans risque. C'est ça, en fait c'est ça. Et on en a parlé, je pense, le premier soir, ça n'existe pas. Pas de risque, un taux à 50%, c'est trop beau. Et c'est ça, on nous propose des choses miracles, investir sur l'or. Alors tu parlais d'un taux, mais je trouve même que ça a changé, puisqu'avant on promettait vraiment des taux qui étaient irréalistes. Maintenant on vous propose du 7-8. Alors on se dit, bon, 7-8, c'est déjà... mais sans risque. Mais sans risque, exactement. Voilà. Il n'existe là pas. On se dit, ça sème le doute, c'est ça, exactement. Et là, pareil, ils vont essayer de nous faire sortir des chemins habituels et ils vont surtout dire attention, il faut le faire vite pour avoir le rendement. Et donc, même chose, c'est le côté urgence qui joue. Vous le faites vite contre un rendement plutôt très avantageux. Et puis, vous avez aussi, j'avais parlé de 5 fraudes. On a vu le phishing, on a vu le faux conseiller, les faux investissements. Ah oui, ça revient. Et ça, il y en a aussi beaucoup, les fausses annonces immobilières. Et aussi, donc là, ça va être un petit peu différent. On va envoyer tout un tas de pièces. Exactement. L'idée, c'est d'aller chercher des documents, des informations personnelles. Donc ça ne va pas être faire un virement, mais avoir des informations personnelles. Ça peut être aussi les fraudes au faux emploi. Donc quelqu'un qui se fait passer pour un faux employeur et qui demande pareil toutes les pièces avant même de passer l'entretien. Donc là, il faut faire attention. Toutes ces fraudes, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que même si c'est des méthodes différentes, l'idée, c'est de récupérer des données personnelles, de récupérer des codes d'accès, des mots de passe, des numéros de carte, ou alors carrément inciter le client à faire le virement lui-même. C'est la finalité de... faire le virement lui-même. On en reparlera bien sûr de ça et de voir comment on peut se prémunir contre ça. Précia, je disais, au début, c'était assez drôle ces fraudes parce qu'on recevait des mails, c'était pas bien écrit, des fois c'était une police de caractère qui était même un petit peu rigolote. Alors on dit sauf que j'ai quand même le sentiment et même la certitude que ça a beaucoup évolué récemment et qu'aujourd'hui c'est très difficile de reconnaître un faux mail d'un vrai d'un premier coup d'œil. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est très bien fait. Vous avez en fait l'intelligence artificielle qui va vous rédiger des mails parfaitement écrits, sans faute, personnalisés avec les données qui vont se procurer via les fuites de données et tout ce qu'on remplit sur Internet. Et en fait, ça va permettre de rendre encore plus crédible le message. Aujourd'hui, tu reçois le mail, il n'y a aucune faute d'orthographe, le logo il est imité à la perfection. Sur le fond et la forme. Exactement, sur le fond et la forme. Même les sites web ils sont imités à la perfection. Donc voilà, il y a toujours le petit doute. Et en plus de ça, tu as des méthodes maintenant qui sont beaucoup plus avancées qu'avant, où on va même jusqu'à imiter les voix de tes proches, d'un conseiller bancaire, de ton supérieur par exemple, qui va te demander d'effectuer une opération dans l'urgence. C'est ce qu'on Exactement. Dit aussi, Exactement. Et en fait, ça va te mettre le doute et tu vas vouloir valider en urgence parce que la voix, tu la connais. Tu te dis, ça peut être que cette personne-là, ou ça peut être même mon enfant qui me demande de me faire un virement, par exemple. J'ai perdu ma carte. Exactement. Et voilà. Et l'intelligence artificielle joue un gros rôle là-dedans. Et ça. J'ai déjà une question d'Elisa qui dit comment on fait effectivement avec ces faux mails, ces transporteurs. On va en parler, bien sûr, Elisa. On va donner des techniques pour se prémunir de ça. Mais justement, ce qui m'intéresse aussi, Florence, c'est que tu l'as dit. Quelquefois on dit oh là là, les gens ils sont un peu sauf que ça touche tout le monde, y compris des gens informés, y compris, on le disait, sur des investissements. Sur quel mécanisme psychologique ça repose finalement pour que à un moment on tombe à peu près tous dans le panneau?
En fait, l'idée, c'est que les fraudeurs, comme ils savent qu'on est assez avertis, ils vont essayer de toucher sur la psychologie humaine. Et c'est ça la difficulté. Et le contexte aussi, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit plein de mails, on reçoit plein d'appels, plein d'SMS. On est noyé sous l'information. Et donc, c'est difficile déjà de gérer avec la pression. Notre quotidien. Voilà, voilà, on a l'impression de mener. Et donc, s'il y a un mail avec de l'urgence, du stress, de la peur ou même de la curiosité avec ces fameux placements superbes, voilà. Et ben forcément, on va y aller. Et puis, sous le coup de l'urgence, la pression, le libre arbitre, on peut être très intelligent et avoir toutes les infos. Comme on l'a dit, nous aussi, on a le doute. C'est que, voilà, sous le coup de la pression, on est capable de cliquer et après de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'idée, c'est, voilà, il y a quelque chose qui nous intéresse. Ça nous a paru urgent, on se calme, on se pose, on regarde et on agit après. Ne surtout pas agir sur le... Dans la précipitation. C'est ça, avec le stress, et ils sont très forts justement là-dessus, c'est qu'ils jouent sur la psychologie. Déjà peut-être, on peut donner des red flags, les drapeaux rouges en bon français, les signaux d'alerte qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous faire nous dire là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors oui, on est là pour ça, il y en a heureusement. Donc on se pose et on essaie de voir. Donc la première chose, c'est l'origine de la demande, que ce soit par mail, par téléphone, voir si c'est pas un peu suspect. Un organisme officiel ne va pas nous appeler avec un numéro de téléphone portable, par exemple. Il y a des petites choses, je pense qu'on en reparlera en détail aussi sur les mails, mais des petites choses qui peuvent nous alerter. Ensuite, le message, voilà. S'il y a de l'urgence, de la panique, des promesses trop belles, voilà, on passe notre tour, c'est pas possible. Le moyen de paiement aussi, à partir du moment où il y a un lien qui nous invite à aller ailleurs, à passer par renseigner notre numéro de carte bleue. Voilà, par carte sur un autre site pas connu, passer par d'habitude on fait des virements classiques, là on demande de passer par Wero. Non, on s'arrête, on se stoppe, c'est un red flag aussi. Et puis je reviens sur les données personnelles. À partir du moment où quelqu'un nous demande des données personnelles, c'est pas possible. Une banque ne va jamais demander ni l'identifiant, ni le mot de passe, ni des codes d'accès, et quel que soit l'organisme en fait. Donc ça c'est le red flag, je pense, le plus important. Si on nous demande des infos, attention, on se calme et on garde ça pour nous. Ce qui n'est pas évident, parce que tu l'as très bien dit, dans le cadre d'une démarche comme ça, du colis ou du faux conseiller bancaire, mais dans le cadre d'une démarche d'appartement, où je pense aussi aux vraies fausses locations Airbnb, ça fait partie du jeu. On est dans l'émotion, on veut avoir l'appartement, donc Donc il y a peut-être, je sais aussi qu'il existe des solutions pour filigraner ces pièces d'identité, ça aussi on peut le dire, pour que quand on envoie des choses, elles soient filigranées, elles apportent la preuve de notre identité, mais elles ne soient pas utilisables pour d'autres motifs ou d'autres raisons. Et pas transmettre sur la plateforme, contacter peut-être l'agence, ou essayer d'avoir une vraie personne en face qui nous confirme que oui, le dossier va être étudié, mais voilà, ne pas le faire en ligne avec des promesses. Ce qui est terrible, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que notamment dans la recherche immobilière, on sait comme c'est compliqué, et c'est là où aussi on peut avoir envie d'agir vite. C'est ça. Quels sont, si on continue dans cette logique, Priscilla, on l'a déjà vu un peu avec Florence, mais les 2-3 réflexes là, qui vont nous éviter 90% des fraudes. Et puis il y avait cette question d'Axel qui a été posée au moment de l'inscription. Comment reconnaître le faux conseiller bancaire? Tiens, justement, là j'ai affaire à des experts. Déjà, les réflexes. Pour répondre à la question d'Axel, vous avez 3 réflexes simples. Aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vérifier l'identité via un canal officiel. Aujourd'hui, vous avez un appel d'un faux conseiller, comme disait Florence, qui va vous mettre une certaine pression, qui va vous faire peur en vous disant « Attention, si vous ne faites pas cette action tout de suite, on va clôturer vos comptes » ou voilà, il va jouer un peu sur la manipulation émotionnelle. Si vous avez un doute, il n'y a plus de doute, vous raccrochez, vous rappelez la banque. On raccroche. On raccroche. Non, je pense que c'est un réflexe simple de dire ça, dire « Attendez, je prends les pièces nécessaires et je rappelle tout de suite. » Exactement. Je raccroche quand il y a un doute. À partir du moment où vous avez un doute, vaut mieux pas s'aventurer et aller plus loin. Ça risque. Souvent, ça aboutit à la fraude. Oui. Et c'est fou parce qu'on se dit c'est hyper simple, mais en fait, quelquefois, on n'ose pas raccrocher. Exactement. Mais il faut le faire. Quand il y a un doute, il faut le faire. Vous raccrochez, vous appelez vous-même votre banque. Au moins, vous êtes sûr d'avoir un interlocuteur de la banque. Et à ce moment-là, vous vérifiez les éléments avec lui. Tout simplement. Ça, c'est bien déjà. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Ensuite, dans un second temps, tu peux avoir ce type de cas à l'écrit. Pareil, tu te poses, on vérifie le texte, on vérifie le message, on ne se précipite pas s'il y a un lien. Pareil, un petit dire qu'on clique jamais sur le lien de l'email. Je ne vous conseille pas. Voilà, non mais c'est ça. Et se dire finalement, un peu dans la même démarche, j'ai un doute, j'ai un lien,
finalement, si l'information est si urgente, elle doit être quelque part sur mon espace bancaire. Oui, exactement. Elle est toujours sur le site officiel ou sur l'application. Toujours. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et cliquer. Le but, c'est de ne pas cliquer ni sur un lien, ni sur une pièce jointe. Comme ça, on est sûr. Le petit tips aussi, quand vous recevez un mail, souvent, vous avez le nom de l'expéditeur qui s'affiche. Il faut aller chercher plus loin. Vous cliquez sur le nom et souvent, vous allez vous rendre compte que l'adresse, soit elle est farfelue, soit ça va être à une lettre près. Voilà, des fois, c'est très subtil, hein, mais à une lettre près, vous voyez qu'en fait, ça ne correspond pas du tout. Et là, vous pouvez voir que... Et même d'ailleurs, ce qu'on pourrait même conseiller en plus, c'est qu'aujourd'hui, les sites officiels donnent les URL précis sur lesquels ils communiquent. Exactement. Parce qu'il y a des petits malins qui disent info.boursebank.relation client. Donc on se dit, il y a Boursebank, mais non, ça ne suffit pas. Exactement. Et souvent, dans l'adresse mail, vous avez une faute. C'est forcément le cas. Qu'elle soit, des fois, vous avez des chiffres, voilà, des choses un peu farfelues, et vous avez aussi des fois une lettre près. Mais ça va vous permettre déjà de voir que voilà, l'adresse mail n'est pas bonne. Et si Priscilla, le faux conseiller bancaire, m'appelle et qu'il a, elle disait Florence, des données, il me dit bien sûr, je sais que sur votre compte en ce moment. C'est souvent le cas. Hein. Voilà. Donc là, on se dit qu'est-ce qui va me faire me dire que je ne suis pas avec la bonne personne. Mais c'est ce qu'on disait. En fait, effectivement, il va avoir des éléments. Parce que pour rendre la demande crédible, il va forcément avoir des éléments sur vous, votre adresse postale, votre nom, prénom, même des fois la date de naissance. Voilà, ça va vous parler. À ce moment-là, ça reste quand même dans la manipulation émotionnelle, il joue en fait sur la pression, sur la peur. Et c'est là où il faut réagir. C'est là où il faut vous dire... La banque, elle me met la pression, il joue en fait sur la peur, sur le gain rapide. Attention, si vous investissez pas tout de suite, vous allez perdre... Enfin voilà, une opportunité incroyable. Exactement, il joue sur la peur. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire, il y a un petit problème. Est-ce que la technique aussi, Priscilla, Florence, du conseiller bancaire qui vous demande de faire un virement sur un autre compte pour sécuriser vos espèces, c'est pas un red flag absolu, red flag absolu, black flag En fait, un conseiller bancaire va jamais vous demander de valider une opération, ne va jamais vous demander de faire un virement dans l'urgence. Il ne va jamais vous demander un code de sécurité pour valider une opération en ligne, par exemple. Dès que vous avez ce type d'éléments-là, on raccroche. Voilà, c'est bien. Il y avait une question d'Elisa, mais on l'a un peu abordé. Maintenant que les arnaques sont de plus en plus solides avec l'IA, je fais comment pour reconnaître les vrais mails? On peut répondre, mais est-ce que aussi, on ne pourrait pas se dire, Florence, que l'IA pourrait servir, et je ne sais pas ce qu'il en est, mais à mieux nous protéger justement en étant capable de détecter aussi ça. Moi, je vous avoue, de temps en temps, maintenant, je parle à Copilote, je lui dis, tiens, j'ai reçu ce mail-là, et en fait, il est assez bon. Il me dit, tiens, là, je trouve quand même que c'est bizarre. Moi, je serais toi, je ferais ça, ça. Donc, ça peut être aussi une solution. Bien sûr, mais bien sûr, on peut s'aider. Et puis, l'IA, elle aide les fraudeurs à avoir des fraudes de plus en plus abouties, mais heureusement qu'elle nous aide aussi, nous. Et je pense qu'il y a plein de cas où on est déjà protégé par l'IA et on ne s'en rend même pas compte. Prenons l'exemple des mails. Toutes les plateformes Apple, Google, il y a de l'IA et elles vont analyser les mails qui arrivent. Il y a des choses qui sont supprimées, qui vont dans les spams, donc on ne le voit même pas, mais on est déjà protégé. On a WhatsApp aussi, je pense que vous avez tous eu des SMS de quelqu'un de sa famille qui a changé de numéro. Tout à fait. Et qui demande « Oh là là, j'ai changé de numéro, est-ce que tu peux m'aider ?» Mon téléphone est cassé. Voilà, donc ça va très vite de se faire avoir. Et bien pareil, il y a une IA derrière qui va analyser les comportements, les comptes qui envoient des SMS le même à plein de monde en même temps, qui fait des copier-coller, quand le message est un petit peu différent des conversations habituelles. Et donc tout ça, soit c'est transparent, le compte est bloqué, soit on peut recevoir un message de WhatsApp qui dit « Attention, ce compte-là, il est un peu douteux ». Donc on est déjà vraiment protégé. Et puis, il y a aussi les antivirus. Et ça date déjà depuis longtemps. Mais les antivirus travaillent avec l'IA. Enfin, l'IA, c'est ça qui détecte. Se perfectionner, exactement. Avec l'IA, et puis, c'est pareil, c'est totalement transparent parce qu'il y a un virus qui arrive. L'IA va le détecter, l'enlever, et puis on n'aura même pas d'alerte. Donc oui, il faut se rassurer aussi. On a l'IA aussi de côté. Il y a déjà un filet de protection. Et on travaille dessus. Et les banques aussi vont l'utiliser de plus en plus pour essayer de filtrer tout ça et bloquer les choses sans... Et comme dirait notre chef... Si tu n'as pas d'antivirus, c'est comme si tu laissais la porte de ton pavillon grand ouverte, en leur disant « Allez-y, servez-vous ». Bon, ben voilà, c'est l'occasion de s'équiper, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a pas mal de bonnes solutions qui existent sur le marché. On a répondu du coup à la question de Leslie. L'IA détecte-t-elle les arnaques? Quand je t'écoute, Florence, oui, c'est déjà le cas. Il y avait cette question d'Ali qui avait été posée au moment de l'inscription et qui nous demandait est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a un indice technique
infaillible pour identifier une fraude. Je pense que c'est compliqué quand même. Infaillible, Infaillible. c'est compliqué parce Oui. que, comme on l'a dit, il y a le côté humain. Donc, elle va détecter quand il y a une faute d'orthographe, quand le numéro n'est pas bon. La fameuse Mais- adresse mail dont on parle. Exactement, voilà, ça, c'est facile à détecter. Mais un comportement humain, c'est pas facile. Et quand on parlait des faux conseillers Oui. qui appellent, Oui. je veux dire, comment détecter qu'un client a eu un conseiller au téléphone, s'est fait embobiner Oui. et qu'il a fait lui-même. Donc, c'est pas infaillible. Maintenant, comme on l'a dit, il y a des réflexes, vérifier l'adresse mail, vérifier le corps du texte. Il peut y avoir des erreurs de langage quand même. Oui. Elle n'est pas parfaite. Oui, oui. Donc les fautes d'orthographe, non, mais... Ça veut dire quand même qu'il faut un sacré sens du détail. Il faut il se voilà. transformer un Et petit puis peu en fonction de qui enquêteur. nous envoie, si c'est une Oui. administration, les impôts qui nous envoient un mail, voilà, il y a des formulations de phrases qu'on ne verra pas. Donc oui, il faut un petit peu regarder. Donc l'adresse mail, c'est vrai que c'est la chose la plus facile à vérifier, comme on l'a dit. Il y a une lettre en plus. Ou parfois, le nom est bon. Puis quand on clique C'est ça. dessus, l'adresse mail, c'est que des lettres qui ne veulent rien dire. Donc, Parce qu'il y a la il faut version aller pousser, officielle, entre guillemets, ça. et puis la version un petit peu plus... Parce qu'en fait, Ça, ce il qui faut y aller. s'affiche, c'est le nom de l'expéditeur Ouais, finalement. ouais. Et en fait, quand tu vas plus loin, Pas tu te rends hésiter compte que à- l'adresse mail est totalement erronée, quoi. Maman vécue, Priscilla, sans trahir d'identité de secret, est-ce que tu as des exemples des situations les plus rocambolesques auxquelles les clientes et clients de Bourseau ont pu se retrouver confrontés? Exactement. En fait, aujourd'hui, on a des fraudes qui sont de plus en plus sophistiquées, hein. Je vais vous donner 3 exemples. Aujourd'hui, on a la mise en place des péages en flux libre. Alors, je ne sais pas si Oui. ça va parler à tout le monde, mais en fait, vous passez le péage et vous n'avez pas besoin de payer à l'instant T. Alors typiquement pour les Parisiens, c'est la 14. Hein. Exactement. Voilà, on sort de Paris, hop, vous vous retrouvez. Voilà, c'est tout à magnifique. fait. Et puis, Et en fait, quand vous passez ce péage-là, les fraudeurs ont développé une technique où ils vont vous envoyer un message avec votre plaque d'immatriculation qui est mentionnée dans le message, waouh, avec un lien frauduleux, waouh. en vous disant « Vous avez passé ce péage-là, merci de payer ». Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et ça, voilà, ça devient dangereux, compliqué. Et c'est vrai que si on ne connaît pas, malheureusement, on peut vite tomber dans le panneau. Vous avez aussi la fraude à l'amour. Je pense que pas mal de personnes connaissent, où le fraudeur, en fait, va développer une relation pendant plusieurs semaines. Confiance hein. intime, Exactement. au-delà, oui. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, il va instaurer un climat de confiance avec la personne. Et à ce moment-là, il va commencer à lui soutirer de l'argent, à lui demander de faire des virements. C'est compliqué, Priscilla, parce que Oui. à la fois, il y a tous les signes objectifs que c'est une fraude, et en même temps, les gens se sont convaincus eux-mêmes qu'ils étaient C'est pour quelque ça qu'en chose de fait, réel. il ne faut jamais transmettre d'argent, de virements à des personnes que vous avez rencontrées sur Internet, Et qu'on n'a jamais rencontré même si ça physiquement. semble réel. Ouais, ouais. Même si ça semble réel, parce que des fois, voilà, ça peut aller loin, la relation dure pendant des mois, et voilà, il y a vraiment le climat de confiance. On ne peut pas se dire que le red flag, moi, ce que je trouve, ce qui revient souvent dans ces affaires, c'est qu'on ne rencontre jamais physiquement la personne. Exactement. Il est toujours Tout à fait. empêché, Tout à fait. finalement, il a un problème familial, il a un voyage. Ça, ça. c'est quand même un sacré red C'est flag pour aussi. ça. À partir du moment où c'est une rencontre sur Internet, que vous n'avez jamais vu la personne, voilà, faites attention à ça. Il va essayer de vous soutirer de l'argent. Ne jamais faire de virement voilà, dans l'urgence ou... Et souvent, vous le disiez toutes les deux, c'est même pas des virements traditionnels. Ça va passer par d'autres types de systèmes, oui, des oui. transferts d'argent Tout à fait. anonymisés dans lesquels après... Intraçable et on ne peut pas bloquer. Ouais, et imbloquable. Question aussi assez légitime, qu'est-ce que vous deux là non, qu'est-ce que les banques font pour mieux protéger leurs clients? Comment on arrive à nous Alors, aussi, je me mets dans le lot, mieux protéger nos clients de ces tentatives d'arnaque? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs, hein. On met en place plusieurs choses. Vous avez des blocages préventifs. Vous avez aussi des contrôles en fait, sur les opérations qui nous semblent un peu atypiques. Oui. Vous allez avoir des mails de la part de Bourse-Banque, c'est vraiment des mails de sensibilisation sur la fraude. Vous allez aussi avoir également des pages vraiment de vérification et de sensibilisation, de prévention, si vous voulez. Quand On vous voit faites maintenant les virements, typiquement. exactement, hein. quand Ouais. vous faites des opérations dites sensibles, tout ce qui est enregistrement de RIB, virement par exemple, vous allez avoir une page qui va s'afficher, une page de prévention. Vous avez aussi une page de sécurité qui est disponible sur le site web où vous avez vraiment, on vous détaille un peu les fraudes, on vous donne des tips. Et pour finir, la plus importante selon moi, ça va être votre application Bourseau. En fait, aujourd'hui, nous, on insiste et on encourage les clients à passer
par l'application, à se D'accord. connecter via l'application, Oui. parce qu'en fait, elle va vous offrir une sécurité renforcée, et ça va permettre d'éviter pas mal de fraudes. Donc, on privilégie l'application quand on doit faire les opérations. Tout à fait. Ça, c'est important. Question aussi, Florence, pourquoi aujourd'hui, malgré nos efforts, on n'arrive pas à tout empêcher? Alors déjà, comme on l'a dit tout au début, les fraudeurs se réadaptent. C'est-à-dire que nous, on va mettre en place plein de choses, comme l'a dit Priscilla, pour bloquer les types de fraudes dont on a parlé au début. Et puis forcément, ils vont s'adapter, ils vont essayer de voir nos process, comment on fait, et ils vont évoluer. Donc on est alerte, on essaie de tout le temps évoluer nos procédures, mais forcément, ils sont forts aussi. C'est une course permanente. Exactement, Ouais. c'est ça. Et puis ensuite, on ne peut pas tout bloquer. C'est-à-dire que, comme on en a parlé, un client qui fait l'opération lui-même, à part faire de la prévention, on ne peut pas l'empêcher Et de... puis, j'imagine aussi, si on se mettait à tout verrouiller, Mais c'est ça. ça deviendrait Parce que impossible. déjà, je pense que les blocages qu'on met en place sont Oui. déjà, pour quelqu'un qui fait des opérations tout à fait normales, Oui. il en a Oh là peut-être là, marre qu'on lui mette oh des là là, pages, c'est ça. Donc il faut doser aussi. fatigant, Il n'y aurait plus de liberté sinon. Bien sûr. C'est ça. Et puis, justement, on a des pages de sensibilisation. On se voit aujourd'hui aussi. C'est pour ça, pour donner des tips. Et j'espère qu'en repartant d'ici, les clients vont se dire attention. Là, on m'a dit qu'il fallait pas que je traite dans On fera une petite l'urgence. conclusion Voilà, et express pour J'espère que ça résumer tout ça. suffira. Ouais. Et la vigilance du client est aussi importante que, voilà, il n'y a pas que la banque qui doit être vigilante. Le client doit être vigilant. Il peut faire confiance. Maintenant, il faut qu'il vérifie et puis qu'il vérifie tous les réflexes dont on a parlé et qu'il s'assure, qu'il soit sûr de lui avant de valider. Qu'il est bien en train de faire une C'est pas rien, opération voilà. légitime. Bon, on a beaucoup parlé des fraudes jusqu'à présent, et c'est normal, parce que c'est une grosse partie de ce webinaire. Il faut qu'on parle, on l'évoque aussi, des arnaques à l'investissement. On a déjà présenté ce fameux couple risque-rendement. Quand le rendement est trop beau sans risque, c'est qu'il y a quelque chose. C'est une des indications. Comment, là aussi, on peut activer notre radar arnaque, si j'ose dire. Et puis, on avait cette question de Didier qui était tombée au moment de l'inscription. Y a-t-il un label ou équivalent émis, par exemple, par l'AMF pour savoir si un professionnel de la finance est agréé et digne de confiance? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Heureusement, Oui. il y a des manières de vérifier. Alors oui, il y a des registres. Justement, il parle de l'AMF. Oui, il y a un registre de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui recense l'ensemble des intermédiaires qui sont habilités à commercialiser les produits financiers. Donc c'est un très bon réflexe, justement, c'est une bonne question. Une société nous propose quelque chose, on va aller voir s'il existe dans le registre. S'il n'est pas habilité, voilà, on passe notre tour. Il y a des listes noires aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens accrédités, puis il y a aussi des listes noires que l'AMF remet régulièrement à jour, parce que là aussi, ça évolue en disant attention, tel prestataire n'est pas fiable, tel site, c'est une arnaque, etc. Et puis on a aussi le registre de l'ORIAS, donc là c'est un peu plus général, ça reprend tous les intermédiaires en banque, en assurance et en finance. Donc c'est pareil, on peut aller voir. Et puis aussi sa banque, tout simplement. Si on a un doute, on appelle sa banque. C'est même le plus important. Ça, c'est une remarque qui est super pertinente parce qu'on se rend compte que trop souvent, les clients d'une banque trouvent un placement alternatif super intéressant, commencent à sortir des fonds et c'est un moment le banquier qui les appelle en disant attention, je pense que là il se passe un problème. Donc il faut nous faire confiance aussi, même si c'est un placement extérieur. Concurrent, potentiellement, c'est ça aussi. De protéger les clients, donc dans le doute, je souhaite faire tel investissement, est-ce que vous en avez entendu parler, est-ce que c'est officiel, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on pourra pas leur empêcher de le faire, un client qui veut le faire, mais on pourra au moins donner les tips et les registres et puis les aiguiller pour les aider. Donc il ne faut pas hésiter. Ouais. Moi j'ai un petit truc, ça vaut ce que ça vaut, mais quand un site me semble un peu louche, je tape le nom du site plus arnaque derrière sur Google. Exactement. Souvent, il y a plein de choses qui... Et là, il y a des choses qui remontent. Exactement. Donc c'est un petit truc tout bête. Alors, en plus de ce que bien sûr Florence a conseillé, qui est plus sûr et plus régulier, ça donne quand même des fois une indication sur la réputation, ou alors il n'y a rien. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une société d'investissement qui n'existe peut-être nouvelle. pas. Elle a un très beau site, mais elle n'a aucune activité, elle n'a aucun, ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait. Et là, déjà, on peut aussi se dire que c'est un petit peu particulier. Il y a des sociétés, on vient de le voir, un peu bizarre, et puis il y a, il faut le dire, certains, pas tous, des influenceurs de plus en plus. Avant, c'était les crèmes de beauté, de plus en plus maintenant, c'est des produits financiers. Alors bon, c'était une question de Frédéric, puis-je faire confiance aux influenceurs qui donnent des soi-disant bons plans? Alors aujourd'hui, les influenceurs vont vous donner leur avis, leur expérience, vous faire part de leur expérience sur des produits, des services. Ils vont vous donner des petits tips.
parce qu'ils l'ont testé au quotidien. Aujourd'hui, on ne peut pas faire... En fait, vous ne pouvez pas souscrire à un produit financier, ça reste une décision financière, sur la base d'une recommandation. Aujourd'hui, que ce soit un influenceur, un proche, une publicité, vous devez dans tous les cas aller vérifier, comme on disait tout à l'heure, aller sur le site de la banque, vérifier le taux de rendement par exemple, vérifier les caractéristiques du produit, voir si ça vous convient, si ça convient à votre situation personnelle, parce que ça peut convenir à un influenceur, mais ça peut ne pas vous convenir, ça peut ne pas être cohérent avec votre situation actuelle. Donc voilà, aujourd'hui, moi je dirais, il faut vraiment aller vérifier avant de prendre une décision et voir si vraiment c'est adapté à votre situation. Et puis on voit aussi que ça se structure un peu, puisque maintenant les finfluenceurs, c'est-à-dire que les influenceurs qui parlent de finance, peuvent avoir un label auprès de l'AMF d'influence entre guillemets responsable, c'est-à-dire déjà reconnaître quand ils font une publicité et dire que c'est un partenariat commercial. Puis je pense qu'on peut se dire que ce soit finalement une société ou un finfluenceur, quand on vous propose, on en revient toujours à la même chose, un livret crypto à 10% sans risque, bah ça fonctionne pas non plus. Ouais. On arrive à la fin de ce webinaire, on a vu beaucoup de choses. J'ai envie qu'on structure tout ça, qu'on ancre tout ça dans les esprits. Quels sont aussi les premiers réflexes à avoir quand on pense qu'on vient d'être victime d'une arnaque ? Alors c'est vrai qu'en effet, on peut s'en Ça y est, trop tard, j'ai cliqué. Mais c'est je ça. ne vous ai pas écouté, j'ai cliqué, et là je me dis, mince, j'ai pas écouté. Mais c'est bien de s'en rendre compte. Donc la première chose à faire, appeler sa banque tout de suite, vérifier qu'il n'y a pas eu Florence, j'ai fait une bêtise. Mais oui, mais je veux dire, ça arrive, comme on l'a dit, ils sont forts et ils jouent sur nos émotions, donc il ne faut pas culpabiliser. Se rendre compte qu'on a fait l'erreur, c'est le plus important. On appelle sa banque et on va vérifier qu'il n'y a pas eu de virement, d'opération carte, et on va surtout bloquer l'espace client, bloquer les moyens de paiement, pour figer tout ça, et puis après avancer. Donc voilà, premier réflexe, appeler sa banque. Ok, ça c'est hyper important. Et effectivement, je pense que ça joue quand même assez vite sur les moyens de paiement. Hein, c'est ça. Oui. Heureusement que quand on bloque, c'est tout de suite. Donc même si le fraudeur a réussi à avoir les numéros de carte, si on bloque la carte, on peut toujours essayer. Donc il faut agir tout de suite par contre. Il faut agir tout de suite. Et est-ce que ça vaut le coup? Parce que je pense aussi maintenant, on est souvent multibancarisé. Est-ce que quand j'ai une fuite de données, est-ce que ça vaut quand même le coup de contacter mes différents interlocuteurs pour être sûr que d'autres données ne seraient pas dans la nature? Bien sûr, oui. Ça peut aller vite. Donc oui, il vaut mieux être dans l'excès de prudence que dans l'insuffisance. On arrive au terme. On va synthétiser tout ça. Qu'est-ce qu'on garde? Moi, j'ai gardé quelques conseils. Vous allez me dire si je suis dans le vrai. On raccroche. Moi, j'adore ce conseil. On raccroche, c'est-à-dire quand on est, et ça semble hyper basique comme ça, mais quand on est dans tout d'un coup, on ne comprend pas, même si le conseiller est sympa, même s'il nous connaît bien, même s'il a l'air super rassurant, on raccroche. On vous appelle tout de suite quand on a fait une bêtise. Quoi d'autre, mesdames? Ne pas cliquer dans la précipitation. On ne clique pas dans la on prend le temps. Exactement. Ça. Prenez le temps, vous n'êtes plus à 5 minutes près. Vous recevez le message, vous prenez le temps de vérifier, vous prenez le temps de checker le message. En fait, à partir du moment où vous voyez une pièce jointe, un lien, c'est là où il faut commencer à se dire attention, ça peut potentiellement être une fraude. Donc jamais cliquer dans la précipitation. Si vous avez un doute, vous appelez la banque. J'ai presque l'impression d'ailleurs, quand je vous écoute, qu'on ne clique sur aucun lien. Ah oui, exactement. Vaut mieux pas. Non mais je repense à mon livreur du début, on en revient au début. On n'a pas l'impression, pardon de vous le dire comme ça, mais que cliquer sur un lien ne prête pas toujours aux mêmes conséquences. Alors qu'en fait, finalement, il n'y a rien d'anecdotique, quoi. En fait, même dans le cas du livreur, si vraiment on a un colis qui est en attente et qui a un problème, on va sur le site officiel, on communique, et pour tous les mails, que ce soit par exemple, il y a une fraude sur la carte vitale où on nous alerte, attention, il faut cliquer là, c'est vrai qu'il y a aussi la carte vitale. On ne clique pas sur le lien, on ne contacte pas le numéro qui nous a contacté, on va sur le site officiel, on appelle la sécurité sociale, et c'est les meilleures personnes qui pourront nous dire si... Et puis s'il y a quelque chose à faire, c'est ce lien-là qu'il faut utiliser, pas... Donc allez toujours soit contacter, soit aller sur le site officiel. Toujours à la source. C'est ça, jamais... C'est vrai que c'est trompeur. Hein. Souvent, le petit message, tu le reçois souvent quand tu attends ton colis. Ou on commande de plus en plus de choses, donc on a toujours quelque chose qui est en train d'arriver quelque part. Ça. Mais ça peut être pour le colis, ça peut être pour la carte vitale. Tu attends ta mise à jour, tu attends un document. Ça arrive toujours au moment où tu es dans l'attente d'un colis ou d'un document. Et c'est là où tu te fais avoir parce que tu as cliqué sur le lien. Et même si on a cliqué,
pas de données. On ne donne pas Oui. de données personnelles. Ouais. C'est jamais on vous le demandera. Donc, si on commence à demander des codes d'accès, on s'arrête. Voilà. Ouais, c'est ça. Dès que je trouve que ça devient un peu trop intrusif, Voilà, ça. on s'arrête. bon, c'est intéressant ça quand même, et je pense que c'est vraiment des choses intéressantes. On rappelle aussi sur la dimension placement les bons réflexes à avoir. Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, Exactement. c'est que ça l'est pas. C'est ça, Exactement. exactement. Puis on vérifie, on appelle sa banque, on regarde les registres pour voir si réellement c'est sérieux. Ouais. Et vous savez, quand vous avez ce genre de proposition, vous avez le moyen de vérifier. Bien sûr. Il faut que ce soit cohérent, il faut que le taux soit cohérent. Vous allez sur le site, vous regardez un peu les sites des banques, vous avez les taux qui sont affichés, vous avez toutes les caractéristiques du produit, même des produits similaires. Bien sûr. Et c'est là où vous pouvez voir si c'est cohérent ou non. Il n'y a jamais d'urgence. Hein. C'est Je ça. ne connais pas beaucoup d'offres. On nous dit c'est une offre que sur une journée, Oui. il faut faire le virement. Ça tout va de suite. disparaître. Ça Voilà. n'existe pas, je ne pense pas. Et je pense aussi à certains mécanismes d'arnaque qui sont particulièrement retors sur les placements financiers où vous commencez à mettre de l'argent et au début, on vous Oui. récompense, on vous rétribue et on dit Ça. bah, donc ça marche. Continue. Exactement. Et donc là aussi, attention, c'est pas parce que ça marche au début que ça marche à la Souvent, fin. on vous demande une petite somme au début. Voilà. Vous vous dites, ah bon, ça va. Ouais. Vous mettez 100 €, vous récupérez 200, 300, 400. Vous dites, bon, ça marche. Ouais. Finalement, vous mettez beaucoup plus et après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, vous le savez, là aussi, en matière de placement, il n'y a pas de recette miracle. Un dernier conseil ou on est bon, on a tout donné? Je crois qu'on est pas mal. Hein, l'urgence, Raccrocher, rappeler la banque. Raccrocher. Répéter. En fait, moi, j'ai retenu un truc, c'est finalement toujours aller à la source de Oui, l'information, exactement. directement, Sur Et les ne pas sites paniquer, officiels, Voilà. sur les applis officielles. sur les conseillers. Et que ce soit pour la banque, que ce soit pour, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure du péage pour l'opérateur péage. autoroutier, Eh oui. vous allez directement sur les sites officiels, vous n'aurez pas de surprise. Voilà, eh ben, on a fait le tour, je pense. On espère qu'on vous a donné tous les bons réflexes. Merci beaucoup à Florence, merci beaucoup à Priscilla pour ce webinaire. Et regardez-le aussi souvent que nécessaire quand vous avez un doute. Il sera bien sûr en replay sur le site Boursorama dès demain. Mais vous le savez, la semaine de l'éducation financière n'est pas finie. Il y a encore un rendez-vous demain. On parlera d'un sujet beaucoup plus optimiste, si je puis dire. Financer son acquisition immobilière, les clés pour réussir votre projet. Et vous verrez là aussi qu'il y a des choses à savoir pour emprunter en toute sérénité. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée et à bientôt.